Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Ils nous rendent obèses, défigurent nos villes et font de l'ombre à la restauration traditionnelle. Les fast-food poussent comme des champignons à Paris et dans sa région. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il faut limiter leur nombre, comme le réclament certains? C'est le débat qui ouvrira notre émission. Place à la culture ensuite, avec une causerie de haute voltige menée par un duo à la fois érudit et émouvant. Sur la scène du théâtre de poche Montparnasse à Paris, il ressuscite avec une justesse bluffante de grandes figures de notre littérature. Après avoir invoqué Guillaume Apollinaire, la comédienne Judith Magre et l'essayiste Éric Nolot s'unissent cette fois pour rendre hommage à Louis Aragon. Ces deux amoureux des belles lettres seront avec nous dans ce studio dans un très court instant. Et enfin, par ici les sorties, nous accueillerons Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro, un peintre américain, une pièce de théâtre sur Van Gogh. Vous verrez que dans sa sélection de la semaine, il y en aura pour tous les jours. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Jonathan Sixou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur du livre Vivre en ville aux éditions du Cerf. Celui-là, il est sorti, on peut se le procurer, mais vous allez en sortir un autre. Ce sera à la mi-janvier, ça s'intitule Triompher en festin. Et là, vous allez effectivement dresser le portrait de l'histoire de France en repas. Et là, c'est passionnant, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ça, c'est aux éditions Perrin. Soyez le bienvenu dans cette émission. Alain Fontaine, vous êtes le chef propriétaire du restaurant Le Mesturet à Paris et vous êtes le président de l'Association française des maîtres restaurateurs et je précise également que vous êtes le président des bistrots et cafés en France. Bonjour, soyez le bienvenu dans cette émission. Et Pierre-Yves Bournazel, vous êtes avec nous à distance, vous êtes conseiller de Paris, secrétaire général du parti Horizon et également candidat à la mairie de Paris. Bonjour, soyez le bienvenu dans ce rendez-vous sur le Figaro TV. Alors, je disais tout à l'heure en introduction, depuis 2020, les restaurants de type fast-food ont augmenté de 10%. Concrètement, pour que tout le monde puisse avoir une idée de ce que cela représente, ce sont 352 adresses qui ont fleuri dans les rues de la capitale. Quand on parle de fast-food, c'est vrai que généralement, on pense aux grandes chaînes type McDonald's, Burger King, KFC. Est-ce que ce terme ne désigne uniquement que les enseignes américaines ou bien ça regroupe d'autres établissements, Jonathan Sixou? Ça regroupe bien sûr d'autres établissements, mais parce que ce ne sont pas forcément les plus nombreux, on reste attaché, dirais-je, à une image de burger américain. D'ailleurs, les Français n'étant pas une contradiction près, malheureusement, les Français sont les deuxièmes plus grands mangeurs de burgers au monde, derrière les Américains. Ah oui. Donc vous avez les grandes enseignes effectivement de burgers que tout le monde connaît, mais vous avez aussi un nombre incalculable de kebabs, comme on dit, qui voient le jour, et des fast-food plus alternatifs même, qui sont aussi branchouilles. Vous avez aussi de la street food, comme on dit en français, coréenne, qui prend le pas désormais sur ce qui avait fait un tabac dans les années 90-2000, souvenez-vous des sushi bars, ce qui était aussi de très mauvais sushi par ailleurs par rapport au maître sushi réel japonais. Enfin voilà, toute cette déclinaison, vous avez aussi d'autres déclinaisons de fast-food libanais également. Alors après, vous avez des choses de qualité. C'est pas parce que vous mangez un sandwich que c'est forcément un mauvais sandwich. Ça ne veut pas forcément dire malbouffe. Exactement, mais dans 90% des cas, si ce n'est plus, c'est évidemment de la malbouffe. Alain Fontaine, quand vous entendez que nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs de burgers dans le monde, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens d'abord de vous donner un chiffre. Un enfant sur 2 est en surpoids et un enfant sur 5 est en situation d'obésité. Et l'obésité a augmenté de plus de 20% depuis 1998. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment, on mange mal. On mange mal surtout dans ces endroits-là parce que tout est fait pour solliciter l'appétence, mais ça se sollicite comment? Avec des sucres ajoutés, avec des éléments chimiques alors on peut utiliser la farine française, la viande française, mais à un moment donné, vous attirez le client jeune pour la plupart, avec ces produits-là, avec ces additifs-là. Et quand vous annoncez, vous, un chiffre de 352, je crois, c'est cela? Oui, absolument. Fast-food, il faudrait mettre en parallèle le nombre de bistrots qui ont disparu. En moins de 20 ans, c'est 1000 bistrots. Mais, sur Paris. Et les régions parisiennes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, la restauration nationale est en augmentation en points de restauration. Et c'est là
où je vous rejoins, c'est qu'elle est en augmentation de 7%. Ouais. Chaque jour, on perd 25 restaurants en France. 25 ça veut dire que quand les fast-foods augmentent, la restauration traditionnelle disparaît? Tout à fait. Mais ça veut dire que les deux ne peuvent pas cohabiter alors? C'est pas que les deux ne peuvent pas cohabiter, c'est qu'il y en a un qui est sur le bas de gamme. Si vous voulez, quand vous mangez mal parce que économiquement, la chaîne... Ouais. Où le propriétaire, on va dire, a fait un choix de profitabilité et pas de qualité. Donc, résultat des opérations, un coût matière faible, précarité des emplois avec des salaires faibles. Et donc, quand vous avez une masse salariale, on va parler de la masse salariale, 25% de masse salariale dans un fast-food, on les nommera pas. Et si vous allez chez un maître restaurateur qui fait tout maison, c'est plus de 40%. Ouais. Le différentiel est énorme. Absolument. On peut pas avoir les mêmes prix. Vous jouez pas effectivement sur le même terrain. C'est certain. On joue pas sur le même terrain et même pas dans la même division. Pierre-Yves Bournazel, vous êtes avec nous à distance, je le rappelle. Comment expliquez-vous que ces établissements de restauration rapide se multiplient à ce point dans les rues de la capitale? Parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision. C'est vrai qu'on les voit se multiplier. C'est un problème de santé publique, ça a été rappelé à l'instant et c'est tout à fait juste. C'est un problème aussi dans les quartiers parce que ça peut poser des problèmes de bruit. Il y a la question aussi du respect des normes qui sont pas toujours bien appliquées. Je me suis battu avec des habitants de Pigalle contre l'installation d'un fast-food parce qu'il y avait aussi la question de l'hygiène. Et puis, en fait, il faut agir. Alors, agir, comment on peut faire? D'abord, on peut protéger un certain nombre de portions de rue dans le plan local d'urbanisme pour favoriser une restauration de qualité ou pour favoriser des commerces de bouche de qualité ou des commerces à vocation culturelle de qualité pour lutter contre ces fast-foods qui s'installent de plus en plus à Paris. Et puis, Paris est doté aussi d'un opérateur, JE Paris Commerce, qui pourrait être beaucoup plus efficace pour préempter certains beaux commerciaux. Alors évidemment, ça doit se faire dans une certaine limite. Les budgets ne sont pas évidemment extensibles. J'ai proposé par ailleurs un plan d'économie à la ville de Paris d'1 milliard d'euros sur le train de vie qui nous permettrait de financer plutôt des rachats de beaux commerciaux pour remettre du commerce de qualité, de proximité dans nos quartiers. Parce que la restauration de qualité, parce que nos bars, nos commerces de bouche, nos commerces à vocation culturelle, c'est l'âme de Paris. C'est le Paris qu'on aime, c'est le Paris des différents villages de Montmartre à Saint-Germain-des-Prés, du Trocadéro à Ménilmontant, et cette qualité de vie, on doit la retrouver. Alors bien sûr, il en faut pour tous les goûts, mais la politique publique doit être tournée vers l'objectif de santé publique, vers l'âme de Paris, vers la qualité des commerces offerts, parce qu'il faut lutter contre l'uniformisation de Paris, contre la standardisation de Paris, et trouver un Paris vivant, pétillant, dans lequel, évidemment, et dans laquelle on pourra retrouver du commerce de qualité. Et je suis tout à fait en phase avec Alain Fontaine, qui défend avec beaucoup de force et de conviction la qualité alimentaire dans de bons restaurants de Paris. Vous avez raison, Pierre-Yves Bournazel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que les maires n'ont pas beaucoup d'armes pour lutter contre la prolifération des fast-foods. Je prends en exemple ce maire, vous savez, de Fer-en-Tardenois, qui est une commune de l'Aisne de quelques milliers d'habitants, qui avait publié un arrêté pour limiter justement ces établissements de restauration rapide. Et très vite, la préfecture lui a dit qu'au nom de la liberté de commerce, il ne pouvait pas forcément publier ce type d'arrêté. En vérité, les mairies n'ont pas beaucoup d'armes pour lutter contre ce genre de chaîne. Il y a peut-être des dispositions législatives à revoir, mais dans une grande ville comme Paris, pardonnez-moi de parler de Paris, mais on peut faire des choses. Je l'ai dit tout à l'heure, le plan local d'urbanisme peut permettre de protéger des portions de rue pour éviter la prolifération, l'augmentation du nombre de fast-food et de privilégier les commerces de qualité, de proximité, de la restauration, mais aussi des bouchers, des poissonneries, des librairies, des commerces à vocation culturelle. Ça me paraît fondamental. Et c'est important pour préserver l'âme de Paris, la qualité de vie, pour que chacun puisse consommer dans son quartier. Et puis c'est un impératif de santé publique. Il faut qu'on donne évidemment l'exemple. Et dans le cadre de JE Paris Commerce, qui est un opérateur, on peut aussi préempter des beaux commerciaux pour inverser la tendance dans un certain nombre de quartiers. Voilà. Et j'insiste aussi, parce que vous avez cité des grandes chaînes, c'est vrai, je ne vais pas les reciter, je ne vais pas leur faire de la publicité. Il n'y a pas que les grandes chaînes connues. Il y a aussi des fast-foods qui sont, entre guillemets, plus artisanaux, qui s'installent. Et parfois, c'est recycler l'argent sale. Je l'ai dénoncé notamment sur la rue de la Chapelle. Et là aussi, il faut être vigilant, proactif, pour choisir le Paris qu'on aime et pas le subir.
Alors c'est vrai qu'il y a un exemple assez frappant dans les rues de la capitale aujourd'hui, c'est la place de la République à Paris. Si on se concentre uniquement sur cette place, on se rend compte qu'il y a 5 enseignes de fast-food qui cohabitent sur le même trottoir. Alors je ne vais pas les citer en effet, mais pourquoi y a-t-il une telle concentration à un endroit qui est aussi emblématique de la ville de Paris qu'est la place de la République? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la place de la République, déjà sur sa réhabilitation entre guillemets il y a quelques années sous l'ère de la Noé, qui est un ratage urbain total. Cette place est dévastée quasiment quotidiennement par plusieurs manifestations qui se tiennent concomitamment. Enfin, c'est du délire total pour qui traverse cette place. C'est un peu la place où on revendique tout et n'importe quoi. Exactement. Faut le reconnaître. Et est-ce du fait du quartier, est-ce du fait de la fréquentation du quartier, il y a beaucoup de facteurs sociaux qui rentrent dans le fait que des enseignes décident d'installer leur restaurant dans tel ou tel endroit. Encore faudrait-il appeler ça un restaurant, j'en doute fort. Monsieur Bournazel a prononcé un mot qui, pour moi, est un mot-clé, c'est l'uniformisation. Et Paris, malheureusement, d'une certaine façon, est embarqué dans cette uniformisation malgré elle. Et en 1925, je donne ce petit conseil de lecture, Stéphane Zweig a écrit un article qu'on peut trouver dans un petit livre aujourd'hui, qui s'appelait « L'uniformisation du monde ». Zweig avait tout vu en 1925. Et ça passe dans les habitudes, dans les goûts musicaux, ça se passe dans l'alimentation également. Et on en est là. Alors c'est bien qu'il y ait des mesures qui soient prises, mais après... Objectivement, je ne sais pas si une municipalité peut ou doit surtout encadrer jusqu'à certains de ces commerces. Je pense qu'il y a un mouvement à faire. Vous le faites en organisant ce type d'émission. Alain Fontaine le fait régulièrement en parlant dans la presse. Mais par exemple, cette uniformisation, un exemple simplement, et j'en arrête là. Vous voyez la silhouette urbaine en général, la silhouette des Parisiens aujourd'hui, vous les voyez avec des gobelets en carton de café à la main. On voyait ça dans les villes américaines il y a 15 ans. C'était pas une silhouette parisienne. À Paris, le café, il se prend au comptoir ou en terrasse. Il se prend au bistrot. Il se prend pas en marchant dans la rue. Là, c'est la mondialisation à vitesse grand V. C'est la mondialisation. C'est un des visages de cette uniformisation, de cette mondialisation. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Alain Fontaine, des pouvoirs publics? Tout à l'heure, M. Bournazel parlait effectivement de la préemption. Est-ce que vous pensez que la mairie peut être un allié très utile dans ce combat contre la prolifération et la multiplication de ces enseignes de restauration rapide? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le côté sociologique et le côté santé publique qui sont très importants. Sociologique, c'est que ces chaînes de restauration, des chaînes de fast-food, parce que restauration, ça... Mais on appelle point de restauration et pas restaurant. Point de restauration ont des moyens considérables. Considérables pour deux choses. Pour communiquer et pour acheter ou pour louer des beaux commerciaux qui sont très chers. La place de la République dont vous parlez n'est pas donnée. Et aucun bistrot aujourd'hui ne pourrait venir s'installer place de la République. Qu'on soit clair, pour cela, un indépendant ne pourrait pas le faire. Donc on a un sujet, c'est que ces chaînes de restauration ont des moyens que les indépendants, nous n'avons pas. Après, il faut effectivement, au niveau législatif, donner les moyens, non pas d'interdire, mais de favoriser. C'est-à-dire que les municipalités, que ce soit les grandes villes ou les villages, doivent pouvoir favoriser, créer une bulle économique pour réinstaller un restaurant traditionnel. Alors, ça veut dire faciliter l'administratif, une préemption plus rapide. On est passé de 25 à 5 ans. Aujourd'hui, il ne faut pas passer à moins d'un an. C'est un établissement qui est vide. Il faut que la municipalité puisse le préempter. Monsieur Bournazel en a parlé. Mais il faut aussi, la licence 4, c'est fait. Ils peuvent préempter grâce à la loi Kasbarian. Mais il faut aussi pouvoir que tout soit facilité. Et au niveau de l'acteur privé, parce qu'on ne peut pas tout demander au public, parce que le public n'a pas toujours l'argent qu'il faut. On le sait en ce moment, et on ne peut pas tout leur demander. Et donc les acteurs privés, banques, filières, doivent aider cette personne qui va s'installer à un endroit pour l'aider pendant peut-être 3 ans à tenir. Alors ça veut dire franchise de loyer, ça veut dire échéance bancaire au minimum, soit seulement les intérêts à rembourser, le capital, on verra après. Faire en sorte qu'un indépendant qui n'a pas les moyens de résister puisse le résister grâce à la force publique et à la force privée. Pierre-Yves Bournazel, est-ce que vous êtes sensible à ce discours? Est-ce que justement, une mairie a le pouvoir vraiment de faciliter l'installation de ces restaurants traditionnels? Il faut qu'elle puisse aider et contribuer.
parce qu'il faut choisir la physionomie de sa ville. Quand on aime sa ville, il faut s'en occuper, il faut prendre soin de nos villes, et particulièrement de Paris. Moi, comme élu de Paris, comme élu de l'opposition municipale, j'ai fait des propositions, je les ai réitérées tout à l'heure, et je pense qu'il faut aussi éduquer. Et je pense que le savoir manger, ça doit s'apprendre. Il doit y avoir un gros travail de fait, et je compte évidemment sur Alain Fontaine, sur tous nos restaurateurs pour y contribuer, parce qu'ils ont envie de le faire. Ils ont, un caractère professionnel, ils ont un savoir-faire, ils ont l'intelligence de la main, et donc tout ça doit se transmettre, et on doit apprendre à savourer. Je suis d'accord aussi avec Jonathan Sixou. Je veux revenir sur l'uniformisation. Il a de saines lectures, effectivement, et il faut se replonger dans ces lectures de Stéphane Zweig, parce que l'uniformisation qui est en train de s'installer à Paris, cette standardisation, elle attaque notre modèle de bistrot, de restauration, le qualitatif. On est dans une logique de quantité, on est dans une logique vraiment d'américanisation, et on le voit aussi sur le domaine culturel. Le JC Normandie a disparu et personne n'a rien fait. Je suis intervenu à plusieurs reprises pour alerter la ministre de la Culture, alerter la maire de Paris. On a vu le JC Normandie disparaître, on voit disparaître un cinéma. Nos librairies, nos cinémas, nos théâtres doivent être défendus, doivent être protégés, comme doit être défendu, évidemment, le modèle d'une restauration de qualité, parce que c'est l'âme de Paris. Et cette diversité, c'est une richesse, c'est une force, c'est notre art de vivre, et il faut le défendre avec beaucoup de conviction. Alain Fontaine. Oui, M. Bournazel a évoqué un sujet très important que j'aurais pu évoquer, mais il l'a fait à ma place, c'est bien. C'est qu'on peut vidanger l'attractivité de cette restauration américaine, on va dire. On peut la vidanger comment ? En éduquant les enfants à l'école. Et là, il y a eu un colloque très très intéressant organisé par une de vos collègues, Olivia Grégoire, à l'Assemblée nationale. Ça a duré toute la journée. C'était le colloque de l'éducation à l'alimentation. C'est que les jeunes dans les écoles à Paris ou autres aient une heure, ou enfin peu importe, en SVT ou autre, qu'ils apprennent à bien s'alimenter et à leur faire comprendre que mal s'alimenter, c'est très mauvais pour la santé. Je vais vous donner un autre chiffre que j'ai appris au colloque, donc ça vient pas de loin. 84 000 morts chaque année liés à la malbouffe. C'est colossal. C'est colossal. Et combien la restauration moderne participe à ces 84 000 morts? Alors l'éducation, c'est vrai que c'est très important. Mais il y a une barrière à ça. C'est vrai, c'est ce qu'on entend souvent aussi quand on fait un sondage dans la rue. Et on va vous en proposer un dans quelques instants, puisque notre reporter Sixtine Mercier est allé à la rencontre des Parisiens. C'est le pouvoir d'achat aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque on veut se faire un restaurant, ça a un certain coût, et certains se tournent vers des enseignes de restauration rapide pour se dire, bon bah voilà, c'est notre sortie de la semaine. On va avoir un menu à 15 €. Ça va pas être excellent, c'est pas bon pour la santé, mais en tout cas, c'est dans notre pouvoir d'achat aujourd'hui. Est-ce que ce pouvoir d'achat, ces budgets restreints, sont aussi liés finalement au succès que rencontrent ces fast-foods? Je pense pas qu'il faille poser le sujet comme ça sans avoir une réponse claire à pouvoir vous proposer. Je pense pas qu'il y ait un effet poule, si vous voulez, en la matière. Parce qu'il y a, de fait, c'est une réalité triste, mais c'est une réalité, un vrai problème de finances dans ce pays. Quand j'entends en finance, c'est les finances publiques, évidemment, mais c'est l'argent qu'ont les gens. C'est vrai que de nombreuses familles en France font attention à ce qu'elles mangent, mais pour le coût que ça leur revient, et non pas pour la qualité. Des grandes enseignes de grande distribution font des efforts pour proposer des produits frais, à moindre frais, etc., moindre coût. Mais ça n'est peut-être pas suffisant, effectivement, parce qu'il y a un problème d'éducation à la nourriture. Peut-être que s'il y avait, pour le coup, une fiscalité sur les produits les plus nocifs pour la santé, ce serait peut-être une piste intéressante, une dissuasive. De même que le tabac est surtaxé, pourquoi les sodas sucrés ne le seraient-ils pas aussi, par exemple? Vous parliez du nombre de morts liés à la malbouffe. La Cour des comptes a chiffré ce que ça coûtait à l'État. C'est 4 milliards d'euros par an, il me semble, la malbouffe. 120 milliards. 120 milliards, pardon. Oui, je confonds avec un outil. 120 milliards par an. Il y a des possibilités de s'attaquer à la malbouffe dans son ensemble. Mais après, c'est vrai, M. Fontaine rappelait le coût des charges délirantes qui pèsent sur les restaurateurs. C'est aussi un levier qu'il faut actionner pour baisser les prix des repas, les prix dans les restaurants. Mais ça fait beaucoup de boutons sur lesquels appuyer en même temps pour tenter d'espérer d'arriver à un résultat. Mais c'est faisable, c'est possible. Et de là, effectivement, ensuite, je pense que pourrait naturellement découler une meilleure éducation
à la bonne chair. Messieurs, je vous propose de regarder ce chiffre qui est assez éloquent. Dans le quartier Opéra Chaussée d'Antin, on compte 25,2 restaurants pour 1000 habitants. Restaurant rapide, je l'entends bien évidemment, de la restauration rapide et fast-food, contre 0,5 à Auteuil. Pierre-Yves Bournazel, comment expliquer cette disparité entre les différents quartiers à Paris? C'est vrai qu'à certains endroits, le quartier Opéra d'ailleurs, pas loin du Figaro, on va être très honnête, on retrouve beaucoup de fast-food, alors que dans d'autres quartiers, on en trouve beaucoup moins. Pour quelle raison? Je pense d'abord parce que c'est un quartier très touristique et ensuite il y a beaucoup de bureaux. Et donc les gens choisissent souvent la facilité pour le déjeuner. C'est là qu'il y a un gros travail d'éducation à faire et qui passe par les écoles certes, mais peut-être aussi par les entreprises. Et je pense que les restaurateurs pourraient aussi former les directions des ressources humaines. C'est par exemple une proposition. Et je voudrais dire qu'il existe aussi des restaurants qui pour le déjeuner font des formules pas trop chères, pas plus chères que des fast-food, de qualité, où on mange sain et où c'est bon. Et donc il faut aussi le dire et je veux remercier celles et ceux qui le font, parce qu'il donne un exemple et c'est important. Il faudrait d'ailleurs faire la promotion et la communication de tous ces restaurants de quartier. J'en connais chez moi dans le 18e et il y en a dans tout Paris. J'ai testé il n'y a pas très longtemps un déjeuner, je crois, à 14 €, très très bon dans le 14e arrondissement près de la rue du Daguerre. Donc c'est possible et il faut en faire la promotion. Un déjeuner à 14 €, on arrive à gagner sa vie quand on est restaurateur? Oui. Alors d'abord, moi j'ai un menu complet à 15 €, entrée, plat, fromage, dessert. Et j'ai le plat du jour avec le vin et le café, enfin la boisson, pas obligatoirement le vin, à 16 €. Et c'est peut-être d'ailleurs ce restaurant dont il parle, le Veau Désir dans le 14e, qui effectivement affiche à 14 € un menu complet. Donc oui, c'est possible. Les marges sont faibles. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'abord on joue sur le quantitatif évidemment, mais tout est faisable. Alors, le fait maison coûte plus cher en personnel, mais quand c'est fait maison, ça coûte moins cher. Et puis, vous avez l'anti-gaspi, c'est-à-dire tout récupérer. Donc, à la sortie, oui, on s'en sort, mais ne rêvons pas, la masse salariale est quand même le principal handicap, et puis la charge locative. Vous avez deux pôles, deux freins au fait qu'on pourrait être encore moins cher si on le voulait, si on n'avait pas cette masse salariale trop importante et qui est discriminatoire par rapport à la restauration dont on parle, et puis bien entendu la charge locative. Et là, il y a deux leviers sur lesquels il faut agir. Alors, le levier charge locative, c'est effectivement les municipalités, et le levier charge salariale, ça c'est l'État. C'est l'État à prendre sa décision. Alors messieurs, on a bien compris votre position sur ce sujet. Et justement, notre journaliste Sixtine Mercier est allée à la rencontre des Parisiens. Elle leur a demandé ce qu'ils pensaient de la multiplication des fast-foods. Voici leur témoignage. Alors du coup, pour ou contre la multiplication des fast-foods à Paris, je dirais contre, pour permettre aux petites chaînes, petits restaurants de peut-être trouver leur place, vu qu'il y a quand même beaucoup de concurrence en restauration à Paris. Mais après, je comprends que ça peut être aussi assez petit budget et abordable pour d'autres personnes. Du coup, les deux se comprennent. Je suis carrément contre parce que on perd ce patrimoine français, les bonnes petites cantines, les bons petits restos qu'on peut trouver dans Paris. Ici, on est quand même sur des bouillons, on est sur une des gastronomies les plus riches qu'il y a au monde. Donc voilà, rajouter des fast-food alors qu'on en a déjà énormément ici, surtout à Paris, je pense que c'est une perte de patrimoine. Maintenant, la multiplication, je pense que c'est aussi bien pour le patrimoine et même économiquement parlant. Maintenant, parce que ça attire. Ça attire beaucoup. Et c'est un moyen aussi, par exemple, pour les étudiants, parce que ça nous permet de manger pour pas cher, parce que lorsqu'on prend, je sais pas moi, par exemple, les brasseries françaises, c'est un super bien et c'est super bon pour le patrimoine. Malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher et financièrement parlant, c'est un petit peu compliqué peut-être pour les étudiants. Voilà alors pour cet argument du porte-monnaie dont on a parlé dans cette émission, mais il y a un autre argument qui revient effectivement aussi, c'est le temps dont on dispose à la pause déjeuner. Et ça, c'est vrai que c'est un argument. Lorsque l'on se rend dans une chaîne de restauration rapide, on peut effectivement déjeuner en une demi-heure assez facilement. Est-ce que là, vous avez dû beaucoup vous adapter ces dernières années pour faire en sorte d'accélérer le service, si j'ose dire? Parce que c'est vrai que c'est un reproche que parfois certains clients peuvent faire au serveur en disant moi je reprends dans un quart d'heure, là il va falloir que je puisse manger. On s'adapte tous les jours, parce que tous les jours, le midi, je parle, on a une pression considérable. Moi, je suis en cuisine le midi, je sors rincé, parce que effectivement, cette accélération du temps, et c'est là où M. Bournazel a raison, il faut éduquer les gens à bien manger et que cette pause repas soit essentielle, parce qu'elle fait partie de la santé. C'est un problème de santé publique, il faut bien manger, s'asseoir, manger tranquillement. Mais
Aujourd'hui, oui, on s'adapte parce qu'il faut s'adapter, mais mes gestes, je sais pas, je suis passé en 6e ou en 7e vitesse pour aller plus vite. Il y a 2 jours, j'avais un pot-au-feu, c'est 7 gestes. Ouais. À un moment donné, je voyais plus où je mettais mes mains pour savoir quand je mettais l'os à moelle, le bœuf de l'Aubrac, enfin, tout était fait maison. C'était considérable. Mais on a cette pression, et comme c'est mon épouse qui était au haut-parleur en haut pour m'annoncer, je peux vous dire qu'on était à la limite de la dispute familiale, qu'on soit clair. Mais voilà, et le soir, ça va. Le soir, c'est des touristes, et heureusement qu'on les a. Cette gastronomie française, elle fonctionne, mais n'oublions pas aussi que cette restauration rapide, les patrons en veulent aussi parce que ça leur permet d'être chez eux le soir. Ouais. Ils ferment à 15h ou à 16h. Donc ça attire aussi les jeunes entrepreneurs qui veulent bien gagner leur vie et avoir une vie privée. Oui. Donc vous voyez, c'est un autre combat ça. Jonathan Sixou, j'allais vous relancer là-dessus parce que c'est vrai que ce que raconte Alain Fontaine, le problème aussi c'est que ça nuit à l'art de la table à la française, si j'ose dire. C'est-à-dire que normalement, l'art de la table à la française tel qu'on l'entend, c'est prendre le temps, c'est dresser sa table avec une belle vaisselle, pourquoi pas, vous voyez, avec des discussions, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que ces fast-foods nuisent aussi à ce savoir-vivre qu'on avait autrefois. Tout le monde court derrière le temps qui file de plus en plus vite. Oui. Il y a, je note quand même, des restaurants étoilés à Paris qui proposent à midi des déjeuners servis en 40 minutes, voire 45 minutes, par exemple. C'est pour des clients pressés. Auguste Escoffier, déjà en son temps, mettait en garde contre les gens qui mangent trop vite à table, le client qui exige d'être servi trop vite. Et Escoffier disait déjà à la fin du 19e siècle, au début du 20e, que c'était très mauvais pour la digestion et ensuite pour les humeurs diverses. Un autre paradoxe français, je vous disais en début d'émission qu'on était les 2e mangeurs de burgers au monde. Oui. On est cependant les premiers à passer le plus de temps à table au sein des pays de l'OCDE. Oui. 2h13 de mémoire par jour, alors que les derniers du classement sont les Américains qui passent à peine 50 minutes. Donc avec 2h13 passées à table, malgré tout, il y a quelque chose de sanctuarisé dans le repas. Après, qu'y a-t-il dans l'assiette? C'est une autre histoire. Et Pierre-Yves Bournazel, il y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé là sur ce plateau. Ce sont les nuisances liées aussi à ces fast-foods, parce que les fast-foods sont généralement ouverts jusqu'à très tard la nuit. Et ils nous incitent aussi à commander nos repas avec ces livreurs, ce balai de livreurs, et puis ces discussions parfois au pied des portes d'immeubles et ces odeurs. Ça, pareil, quand on travaille dans une municipalité, comment on peut faire pour limiter ces nuisances et ces impacts sur le paysage urbain et sur la vie des habitants? Justement, en limitant le nombre de fast-food, parce que ça pose des nuisances, on avait fait une émission spéciale Pigalle avec votre collègue sur cette antenne, où je m'étais battu contre l'arrivée d'un fast-food supplémentaire à Pigalle qui a posé de nombreux problèmes aux copropriétaires et aux locataires, des problèmes de bruit, des problèmes d'hygiène aussi, de respect en fait de l'environnement et des autres. Donc là, il y a un gros travail aussi, et ça, c'est pas des problèmes qui sont posés par les restaurateurs et par les autres formes de commerce. Donc si on veut défendre notre art de vivre, si on veut défendre notre modèle, la diversité de Paris, eh bien, ça passe par des commerces de qualité qu'il faut aimer, qu'il faut soutenir. Il faut avoir une véritable stratégie, il faut avoir différents leviers de l'éducation à la prévention, de la protection d'un certain nombre de portions de rue. Ça me paraît vraiment indispensable. Et puis, je trouve que le débat là, que nous avons est un débat enrichissant, de qualité, qui donne plein d'arguments et plein d'idées. Je voudrais dire aussi que dans la restauration à midi, on peut évidemment manger un peu plus vite, on peut toujours faire un effort, mais c'est un moment aussi de convivialité où on peut discuter, même si c'est professionnel. C'est un moment d'apaisement où on peut discuter un peu de ce qui se passe ou pas au boulot, ou de parler d'autres choses pour s'évader. Et puis, ma mère me dit toujours, il faut prendre son temps pour déjeuner, il faut bien mâcher, il faut bien digérer, on est plus en forme pour la journée, ensuite on est beaucoup plus productif. Et donc, je suis souvent son conseil parce qu'on a tendance à aller trop vite. Eh bien, même si le général de Gaulle disait, plus de 30 minutes à table, disait-il, après c'est du bavardage. Bon, on n'est pas obligé d'être tout le temps pressé, parce qu'à force d'être trop pressé, on fait mal les choses. Eh bien, moi, je retiendrai qu'une chose dans cette émission, vous voyez, c'est le conseil de votre maman. Bien manger pour mieux digérer. Merci à tous les trois d'avoir été autour de cette table, c'était passionnant. On poursuit cette émission avec ce duo détonnant qui nous transporte dans les plus belles contrées de la littérature française. C'est une conversation de très
très haute voltige, dont on va parler dans quelques instants, à laquelle nous pouvons aussi assister au théâtre de Poche Montparnasse. Deux grands noms qui excellent d'ailleurs chacun dans leur domaine respectif, qui unissent leurs voix pour célébrer les grands auteurs. Après Guillaume Apollinaire, ces amoureux des beaux vers poursuivent leur voyage poétique pour aller à la rencontre d'un homme de lettres très très engagé. Bonjour Éric Nolot. Bonjour. Soyez le bienvenu autour de cette table. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur le Figaro TV. Bonjour Judith Magre. Bonjour. Quel plaisir aussi de vous recevoir ici dans Bienvenue en Ile-de-France. Ça fait plaisir. Bon, vous allez bien tous les deux ? Pleine forme. En pleine forme, ça fait plaisir. Alors à partir du 10 novembre, je le précise, et tous les lundis, vous allez rendre hommage à l'un des poètes les plus emblématiques de notre littérature. Il s'agit de Louis Aragon. Alors avant d'évoquer longuement justement ce poète, je voudrais que l'on parle de vous deux, de ce duo qui est sur scène et que l'on n'attendait pas forcément d'ailleurs, qui est assez étonnant d'un point de vue extérieur. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Enfin, si vous pouvez nous dire la vérité, après on ne veut pas trahir de secret. Ça s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, Judith a été plusieurs fois invitée dans une émission que j'animais sur Paris Première, ça balance à Paris, mais elle n'avait Dieu que pour Philippe Tesson, qui était un des chroniqueurs de l'émission, donc elle ne faisait absolument pas attention à moi. Ensuite, nous avons été voisins parfois au théâtre comme spectateurs. Oui. Et puis, je suis allé interviewer Judith un jour pour le JD News. On a sympathisé. Je suis allé la voir plusieurs fois. Et un jour, par manière de plaisanterie, j'ai dit, vous savez, un jour, Judith, il faudrait qu'on monte sur scène ensemble. Oui. Parce qu'elle faisait duo avec Olivier Barrault pour Baudelaire, Racine, etc. Et puis, ce qui était présenté comme une plaisanterie a pris forme. On s'est entendu d'abord sur Apollinaire. Donc, on en est à la 16e représentation déjà. Et on va enchaîner avec Aragon. Donc ça s'est fait un peu au fil du temps. Nous avons sympathisé de plus en plus et vraiment c'est un grand plaisir de partager la scène avec légende Judith Magre. Mais j'allais vous dire, Judith Magre, vous avez tout de suite accepté de collaborer avec Éric Nolot parce que Éric, on le connaît comme chroniqueur, on le connaît comme animateur, mais on le connaissait moins comme homme de scène. Est-ce que vous avez tout de suite dit oui ? J'ai vu Éric quand vous étiez... Enfin, je vous avais vu souvent déjà. Non, je ne vous connaissais pas personnellement. Je vous ai toujours trouvé apparemment intelligent, beau, ça c'est sûr. Et... On peut arrêter l'émission là parce que je n'irai pas plus haut. Donc... On savait que Judith Magre était une femme de goût, mais là, franchement, ça se confirme. J'ai du goût, là. Bien sûr. Ça se confirme, oui. Et en tout cas, je suis tellement contente de partager la scène et quelquefois... on se parle pour préparer un spectacle et c'est formidable. Et comment vous répartissez les rôles justement sur scène ? Comment ça se passe ? Moi je dis des textes qui sont écrits et lui, il dit des textes qu'il écrit lui parce qu'il est merveilleux, qu'il écrit très bien, que... J'ai bien fait de venir. C'est-à-dire que Judith dit avec le talent qu'on lui connaît des poèmes d'Apollinaire et moi je cabotine. Oui, c'est ça. Je cabotine en racontant. Vous racontez du contexte aussi. Voilà. Des anecdotes qui ne sont pas forcément. Mais c'est pas du cabotinage. Oh, je cabotine un peu aussi. Il y a une petite interaction avec le public aussi. Vous faites un lien entre Judith Magre. Je commente l'actualité. Je fais un peu mon Lucchini. Si vous voulez. Écoutez, dites pas d'horreur. Lucchini au petit pied. Voilà, je commente un peu l'actualité. Mais vous savez, l'avantage, c'est que c'est jamais tout à fait le même spectacle. Il y a une part d'improvisation et puis ça dépend des réactions du public. C'est ça qui est agréable. Voilà, à aucun moment vous ne jouez la comédie, vous apprenez un texte, vous, Éric Nolot. C'est-à-dire que vous improvisez en fonction des soirées, de ce qui vous passe par la tête à ce moment-là. Tout à fait, vous avez tout à fait résumé la chose. Alors c'est vrai qu'on est allé vous voir aussi avec Sixtine Mercier lorsque vous faisiez revivre les mots de Guillaume Apollinaire. Et ce qui nous a frappé chez vous en particulier, Éric, c'est ce regard tendre, vraiment, et admiratif que vous posez sur Judith Magre. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez elle ? Tendre et admiratif. Ah, totalement. Je pense les deux adjectifs qui sont parfaitement corrects pour décrire le regard que vous posez sur elle. Vous n'avez pas remarqué, il faut que j'appuie mes effets la prochaine fois. Éric, je suis tellement sensible à votre regard tendre et admiratif, mais je ne savais pas que ça se voyait à ce point-là et que d'autres pouvaient en parler. Ah si, franchement, je crois que Judith a répondu à votre question, vous avez vu. C'est une charmeuse, c'est une ensorceleuse. Il y a du chic. Non, mais c'est à la fois l'actrice et la femme. Parce que dans les conversations privées, il y a une liberté de ton, une liberté d'esprit qui devient rare, il faut le dire, qui atteint parfois des limites qui seraient jugées peut-être problématiques pour certains, donc on se parle très, très franchement. Et puis, c'est pas seulement quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un dont j'ai vu les pièces, dont j'ai vu les films, donc il y a tout ça qui joue aussi dans la perception. Non, écoutez, vraiment, c'est une aventure
qui est parti comme ça d'une conversation, comme je le disais, d'une plaisanterie, mais c'est une belle aventure et qui se prolonge avec Aragon, justement. Et c'est vrai, Judith Magre, vous, quand on vous voit sur scène, on a une forme de vertige, c'est ce qu'on ressent, parce que vous avez commencé, effectivement, dans les années 40, au cinéma, effectivement, dans plein de films, vous avez été au théâtre, Non, j'ai fait très peu de films. Vous avez fait un peu de cinéma, quand même. J'en ai fait un peu, Oui. et avec des gens merveilleux, Oui. Duvivier, Louis Malle, etc. Mais enfin, j'ai surtout joué au théâtre. Oui, c'est vraiment le cœur de votre métier. Et cette longévité, c'est vrai, aujourd'hui, elle est unique. Qu'est-ce qui vous donne encore envie de monter sur scène et de multiplier les projets comme ça? Les textes que j'ai à dire, les partenaires que j'ai la chance de rencontrer. On sent que vous avez été quand même le premier argument. Hein. Non, mais je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je rougis, là. Je sens... oui. En plein phare. Oui, vraiment, là, je suis un peu embarrassé. Non, mais c'est un tel bonheur d'être avec Eric. J'ai eu d'autres partenaires, d'ailleurs, Olivier Barrault, enfin... De toute façon, j'ai toujours joué avec des gens que j'aimais. Ouais. Peut-être que si je ne les avais pas aimés, je n'aurais pas accepté de jouer avec eux. Oui. Disons que la collaboration était quand même l'argument premier pour que vous puissiez accepter. Bah oui. Ouais. Et c'est vrai que Louis Aragon, il faut qu'on en parle parce que c'est vraiment cet auteur-là que vous allez mettre en exergue à partir du mois de novembre. Pourquoi avez-vous décidé de rendre hommage à ce poète ? Alors d'abord, il fallait trouver des poètes ou des écrivains qui nous rassemblent tous les deux. Alors, le cas d'Aragon est très particulier par rapport à Apollinaire. D'abord parce que Judith a bien connu Aragon. Ben oui, on va en parler. Très bien connu Aragon. Donc ça, c'est déjà très curieux parce que je vais être obligé de raconter la vie de quelqu'un que Judith a connu, ce qui n'était pas le cas, évidemment, d'Apollinaire. Ensuite, pour parler quand même franchement, c'est quelqu'un dont la personne n'est pas à la hauteur de l'artiste. C'est quelqu'un avec des zones d'ombre, quelqu'un qui politiquement quand même a eu des positions... Oui, qui adhère au Parti communiste. Oui, enfin c'est même un stalinien pour tout dire, parce que l'engagement communiste c'est une chose, le stalinisme c'en est encore... Il a vécu en URSS. Bien sûr, il a quand même beaucoup fait pour imposer le réalisme socialiste, c'est-à-dire une littérature quand même très bridée, très brimée, mais pour moi c'est un immense poète et un immense prosateur. Donc je trouve ça intéressant de bâtir un spectacle qui ne soit pas dans la géographie, mais qui tienne compte de ces zones d'ombre tout en reconnaissant le talent. S'il n'avait pas de talent, évidemment qu'on ne ferait pas le spectacle. C'est un homme merveilleux. Dans quel contexte avez-vous rencontré Louis Aragon ? Aragon, je l'ai connu il y a très longtemps, quand il passait chez Elsa Triolet, qui avait rassemblé un certain nombre de poètes on le rappelle. Et alors il passait, et à ce moment-là, il avait le cheveu court, des complets gris, etc. Et puis un jour, il est venu me voir dans une pièce, et il m'a téléphoné en me disant que ça l'avait bouleversé, il a employé ce mot, et s'il pouvait venir me voir pour me présenter un auteur et une pièce de cet auteur. Il est venu, on est parti en Russie avec l'auteur, j'ai joué cette pièce, je l'ai rejouée après à Paris, et on est devenus très amis. Cette pièce s'intitulait Ismen, c'est ça ? Cette pièce, comment s'intitulait-elle ? Ismen de Ritsos. Alors, quand on était en Russie, Ritsos venait de recevoir un prix Lénine. Aragon, il était reçu. Et moi, on m'a fait la fête aussi. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Mais il paraît, attendez, j'ai entendu parler de ça, vous allez me dire si c'est vrai, que Louis Aragon vous a consacré un poème, c'est vrai ça ? Non. Non, d'accord, ok, bon, bah, écoutez, voilà, c'est dit. Sinon, on l'aurait mis au programme. J'avais lu ça dans la presse à un moment donné, qui vous avait consacré un poème. Vous croyez tout ce que dit la presse ? Ah bah vous savez, travaillant un peu dedans, je suis partiel. Attendez, peut-être d'ailleurs. Oui, parce que par exemple, quand nous étions en Russie, que je jouais Ismen Ritsos, tous les soirs, toutes les nuits, parce qu'il était insomniaque moi aussi, il récitait des poèmes pour moi. Alors peut-être qu'il y en a qui ont été imprimés, je ne sais pas. Vous voyez, vous parliez dans le charme de Judith, il y a aussi le fait que vous pouvez citer n'importe quel nom, elle aura une anecdote parce qu'elle a connu absolument tout le monde. C'est incroyable. Puis alors, c'est pas des petites anecdotes, c'est des nuits avec Aragon, à entendre ses poèmes, c'est pas des j'ai pris un verre avec lui, c'est des choses, voilà. Et vous pouvez essayer avec n'importe quel nom du dernier demi-siècle et même un peu au-delà. Judith aura une anecdote à vous raconter, elle l'a connue, elle a partagé ceci et ceci.
Mais vous avez connu tout le monde. Qui, tout le monde? Tout le monde, tout ce qui comptait. Vous avez connu Sartre, Céline, Beauvoir, Céline, Marcel Aimé, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, c'est pas mal, quoi. Jacques Lévitch. Voilà. J'imagine que vous devez être passionné lorsqu'il y a ces anecdotes-là qui sortent de la bouche de Gilles Magre. Vous qui êtes un passionné de littérature. Oui, en plus, vous éclairez ces noms qui sont connus de tous par quelque chose de très personnel. Par exemple, Sartre et Beauvoir, vous vous dites, ils passaient leur soirée à parler de l'existentialisme. Et puis Judith vous dit que non, ils passaient leur journée, leur soirée à parler maquillage avec Simone de Beauvoir et à boire du whisky avec Sartre. Donc ça éclaire ces grands écrivains d'un jour personnel. Moi, je trouve ça passionnant. Et comment vous le qualifieriez justement Est-ce que c'était un anticonformiste? Parce qu'il s'est insurgé, on le sait au début, contre la littérature bourgeoise. À la mort d'Anatole France même, Aragon a publié le célèbre pamphlet, vous savez, intitulé Le cadavre, je crois, dans lequel il invite à gifler même Anatole France. Est-ce que c'était un anticonformiste? Dans un premier temps, oui, parce que les surréalistes l'étaient. Il y a eu le scandale avec Anatole France. Qui a beaucoup choqué à l'époque. Oui, il y avait de quoi, parce que c'est quand même un immense écrivain, Anatole France, il faut bien le dire, mais c'était un ouvrage collectif. Et la contribution d'Aragon s'intitulait « Avez-vous déjà giflé un cadavre ?» pour vous donner un peu l'ambiance. Ensuite, ils ont absolument saccagé un banquet en l'honneur de Saint-Paul-Roux. C'était des punks surréalistes. Après, il s'est quand même rangé. Oui. Le camarade Aragon, c'est le cas de le dire, il s'est rangé. Il est devenu quand même le chantre d'une littérature très corsetée par des dictates idéologiques. Évidemment, le communisme, c'était un peu l'anti-bourgeoisie. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il vivait comme un ouvrier ou qu'il vivait comme un prolétaire. C'était un dandy, quand même. Même politiquement, il s'était rangé à partir du moment où il avait... Ils ne vivaient pas. Leur appartement n'était pas extraordinaire. Il n'y avait pas d'ascenseur. Ils montaient je ne sais pas combien d'étages. C'était un appartement où il y avait des photos de tous leurs habits, russes, français, etc. Mais des photos. Oui. C'était pas du tout un appartement qui... Non, mais c'était pas un prolétaire, il vivait pas dans le bidonville de Nanterre. Non. Puis c'était un dandy, vous l'avez dit, toujours très bien habillé, etc. Pour moi, c'est plus un dandy qu'autre chose, un dandy communiste. Mais il y en a eu quelques-uns, hein. Et Judith Magre, justement, alors c'est vrai que vous avez raison, il s'était aussi même rangé, je pense, politiquement, parce qu'il avait sorti 2 poèmes, je crois, dans lesquels il faisait l'éloge de l'URSS. À l'époque, c'était Oural, je crois, et Front Rouge. Et quelques années plus tard, il avait dit tout le mal qu'il pensait de son poème, La Front Rouge. Donc ça prouve bien qu'effectivement, il était plus ce punk à chien qu'il était au début, quoi. Ça arrive. Exactement. Judith Magre aussi, vous qui l'avez connu, il aurait pensé quoi aujourd'hui, Louis Aragon, de l'époque dans laquelle on vit, avec cette instabilité politique, avec... Écoutez, moi, la politique, c'est pas mon truc. Oui. Et autrement... Mais c'était le truc de Louis Aragon, par contre. Ah oui. Oui, mais enfin, c'est pas là-dessus. On discutait pas politique avec Louis. Et quand on était en Russie, moi, j'ai rencontré plein de gens qui certainement n'étaient pas... Mais moi, je me suis jamais occupé de politique. Il y a des gens où je les aime ou je les aime pas, où je leur plais ou je leur plais pas, où ils me plaisent et voilà. Et la politique, moi je suis pour que tout le monde foute la paix à tout le monde. Qu'on se bagarre pas. J'ai envie de dire, c'est le meilleur slogan de campagne qu'on ait imaginé. Oui, mais c'est tout ce que je demande. Qu'on ne se fasse pas la guerre, qu'on s'aime, qu'on soit gentil les uns avec les autres, enfin... c'est presque révolutionnaire comme discours. Hein, par les temps qui courent, oui, ça l'est tout à fait. On ne peut pas dire que l'époque soit à la bienveillance. Non. Je ne crois pas. Mais justement, Louis Aragon a été plus ou moins cité d'ailleurs dans cette actualité. Je voudrais qu'on regarde ce tweet qui a été publié ce matin par Marine Tondelier, figurez-vous. Marine Tondelier qui a cité Louis Aragon sur ce réseau social. Marine Tondelier, la députée écologiste, qui a repris un extrait de ce poème qui est sorti en 1943 pendant l'occupation, La Rose et le Réséda, et on voit effectivement ces quelques vers que Marine Tondelier a écrits. Marine Tondelier qui serait approprié à Aragon, ça... écoutez, c'est ça. il n'est pas fauché, Aragon. Vous en pensez quoi, Éric Nolot? Écoutez, moi je n'ai pas d'opinion. Non, mais toute cette gauche qui ne cesse de faire des hold-up en comparant la France d'aujourd'hui aux périodes révolutionnaires ou à la résistance, je trouve ça indécent. Que Marine Tondelier laisse Aragon où il est, qu'elle laisse la résistance où elle est. Marine Tondelier n'a rien d'une résistante. Tout ce qu'elle raconte est en général frappé au coin de l'absurdité et de l'égarement politique. Donc, qu'elle laisse Aragon en paix. Vous voyez, moi aussi, mon programme est minimal. Voilà, qu'elle se mêle de ce qui la regarde. Je ne pense pas que la littérature soit beaucoup sa préoccupation. Mais c'est vrai que les vers qu'elle a choisis sont assez éloquents parce que c'est dans ce poème que Louis Aragon, en fait, explique que la situation est si grave, on est pendant l'occupation, que les querelles internes au sein des partis doivent être cachées, entre guillemets, et que ça ne doit pas prendre le dessus. Ça résonne
résonne vraiment avec l'époque d'aujourd'hui finalement. Oui, c'est-à-dire que les querelles que vous voyez au sein du NFP, par exemple, avec le Parti socialiste notamment, qui a fait un peu scission, on se rend compte que Aragon, en fait, est quelque part assez transgénérationnel, qu'il traverse les époques. Regardez, vous prenez ce tweet au sérieux, vous prenez les Verts, vous dites en effet, il faut une forme d'union sacrée parce qu'il y a une crise. Mais quand vous entrez dans le détail, parce que la période est grave, il faut donc que le PS et les Verts s'allient à un parti islamo-gauchiste. Enfin, écoutez, c'est de la pose. En fait, c'est de la pose. Elle veut se donner un vernis littéraire. Ce qui est une forme d'ailleurs d'hommage à la France, qui est un pays très littéraire. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres pays où on cite des vers de poètes pour alimenter le débat politique. Mais franchement, ce n'est pas du tout à la hauteur qu'elle laisse Aragon tranquille et qu'elle nous laisse d'ailleurs tranquille. Et qu'elle vous laisse tranquille. Et de toute façon, Aragon, vous allez vraiment l'appréhender. Ce sera à partir du 10 novembre prochain. Tous les lundis, je le rappelle, vous serez sur la scène du théâtre de Poche, Montparnasse à 19h. On viendra évidemment vous applaudir. C'est passionnant. Vous avez fait Apollinaire, vous faites Aragon. On viendra vous voir. Merci beaucoup, Éric Nolot. Merci, Judith Magre, d'avoir été sur ce plateau. Et on termine cette émission avec votre dernière rubrique, Par ici les sorties. Allez, c'est le moment où vous allez avoir de nombreuses idées si vous n'avez pas d'occupation particulière pour les jours à venir. Françoise Dargent nous a rejoint sur ce plateau. Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro. Bonjour Françoise. Bonjour Damien. Bienvenue sur ce plateau. Alors cette semaine, vous avez choisi de nous parler de l'exposition consacrée au peintre américain John Singer Sargent. C'est au musée d'Orsay que ça se passe. Vous évoquez une révélation, ce qui n'est quand même pas rien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors j'emploie ce mot révélation qui n'est pas rien effectivement parce que finalement pas grand monde ne connaît Sargent. Vous pouvest faire le test, moi je l'ai fait autour de moi, des personnes qui ont l'habitude d'aller dans des musées et qui connaissent, mais c'est un nom un peu oublié. Alors il est mort il y a 100 ans, d'où cette exposition qui est en partenariat avec le Metropolitan Museum de New York, à New York où Sargent est une star, comme à Londres aussi, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, il est considéré comme l'un des plus grands peintres de la fin du 19e et du début du 20e. Mais en France, il est un peu oublié parce que rien n'est simple avec Sargent. Il est américain, mais il est né en Italie. Il a passé son enfance en Europe. Il a percé, on va dire, en France, où il a fait des études, ses études d'art, il les a faites en France. Il a percé à Paris, il est resté 10 ans, il est parti un peu précipitamment à Londres, où il a vécu sans vraiment y rester parce qu'il voyageait sans cesse. Il a fait énormément de portraits de l'aristocratie américaine, des mondains américains, mais il n'a jamais non plus vécu aux États-Unis, puisque son pied-à-terre était plutôt à Londres. Donc voilà, il brouille les pistes, c'est un peu un feu follet. Et donc voilà, l'occasion est vraiment trop belle de le découvrir à Orsay, qui expose ses toiles parisiennes. Et ce que l'on découvre dans cette exposition, c'est que quand même la capitale française révèle ce portraitiste très prometteur en fait. Oui, alors parce qu'il veut vraiment. Alors le sous-titre de l'exposition, le titre de l'exposition, c'est Éblouir Paris, parce qu'il arrive à 18 ans après avoir essayé de faire des études un peu en Allemagne, mais c'est Paris qui à l'époque est vraiment la ville phare pour l'art. Il arrive et vraiment il veut conquérir. C'est Rastignac. À nous Paris, il arrive. C'est un conquérant quoi. Il veut être le premier. Donc il s'inscrit au cours de Carolus Durand, qui lui aussi est un peintre un peu oublié, un peintre français un peu oublié, qui reçoit beaucoup de jeunes artistes américains et anglais dans son atelier. Comme il est très doué, il est reçu au concours de l'école des Beaux-Arts, donc il commence à affirmer sa touche et très vite il envoie des portraits au salon qui est un peu l'endroit où l'on découvre les peintres, où les honneurs sont remis. Et il choisit le portrait, alors qui est un peu le portrait, on en a un peu fini avec la peinture d'histoire, qui était le grand genre qui prévalait auparavant. Le portrait, à la fin du 19e, c'est une manière, c'est pas seulement portraiturer les gens, mais c'est aussi raconter une société. Et il se trouve qu'il y a une bourgeoisie qui va croissant et qui est avide de se faire peindre par des peintres. Et lui se saisit de cette occasion. Et c'est vrai que les commandes affluent. Donc la bohème parisienne, les aristocrates français, les riches expatriés américains. Et très vite, on le remarque parce qu'il arrive il apporte quelque chose d'autre au portrait. Il y a une espèce d'étrangeté. C'est assez sensuel. Parfois, il est un peu provoquant même. On peut même citer un de ses tableaux qui est assez connu, le portrait de ses deux enfants. Édouard et Marie-Louise Pailleron, qui semblent nous regarder d'un air un petit peu arrogant quand même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce tableau qui s'affiche actuellement à l'écran ? Oui, alors voyez, c'est vrai que vous voyez juste parce que cette petite fille semble nous dire mais tu veux ma photo ? Effectivement, alors les enfants Pailleron, ce sont les enfants d'un couple
couples qui ont aussi leur portrait dans l'exposition. Édouard Pailleron, on s'en souvient plus de lui que c'est un peu de triste mémoire puisqu'il y a un collège qui a brûlé à Paris dans les années 70. Et qui avait fait de nombreuses victimes, mais c'est un dramaturge à l'époque, et il se fait peindre avec sa femme, donc des portraits séparés, et il demande un portrait de ses enfants, et Sargent est quand même un travailleur hors pair, il passe beaucoup de temps sur ses portraits, il fait poser ses enfants une 60aine de fois, vous imaginez quand même l'exaspération au bout d'un moment de cette petite fille et de ce garçon. Donc est-ce que c'est ça? On ne sait pas, mais il y a une espèce de tension dans le tableau. Le garçon nous regarde d'un air un peu arrogant, la petite fille semble concentrer toute l'attention de la scène dans son regard, dans sa posture. Donc c'est très étrange quand on est face à ce tableau, en même temps il est extrêmement vivant. Ouais. Donc ça c'est vraiment symptomatique il est emblématique du travail de Sargent. Il y a une autre toile avec des enfants où on voit 4 fillettes d'une même famille qui sont habillées pareil, avec les 2 grandes qui sont un peu en arrière-plan. Il y a une petite fille au milieu qui nous regarde aussi comme ça, avec 2 vases japonais. Enfin, on se croirait presque dans Lewis Carroll. On se sent un peu agressé quand même, c'est vrai, quand on regarde ces toiles. Alors agressé, non, mais en tout cas, c'est des toiles qui sont très très vivantes aujourd'hui. On n'a pas l'impression que ce sont des gens qui ont été peints il y a plus de 100 ans, en fait. Ouais. Et c'est là la modernité de ce peintre aussi. Hein. Mais il n'a pas peint que des enfants quand même. Ah non, pas du tout. Il a fait des scènes, on le voit sur il a fait des scènes de genre. Il s'est exercé à tout, comme à l'époque, il faisait un peu tout, mais c'est vraiment le portrait qui est devenu sa marque de fabrique. Il a peint des hommes, on voit le beau docteur Pozzi dans sa robe de chambre rouge. Il a aussi peint des femmes, et notamment on peut voir ce tableau qui s'appelle le portrait de Madame X, qui fait l'affiche de l'exposition, je crois. Cette femme en robe noire avec la peau d'une blancheur éclatante. Alors il faut savoir qu'à l'origine, la bretelle de sa robe tombait. Ah oui. Et ça a créé le scandale à l'époque parce que c'était considéré comme très provoquant. Il l'a redessiné en la mettant en forme, et c'est ce tableau qui lui a fait un peu fuir Paris parce qu'il a été assez mal reçu à l'époque, même si après finalement il l'a toujours reconnu comme étant l'un de ses grands tableaux. Donc après il est parti à Londres, il est revenu, et ce qui ne l'a pas empêché avec son ami Monet de contribuer à faire acquérir par la France l'Olympiade Monet. On voit d'ailleurs dans l'exposition, c'est assez amusant, on voit la feuille, on voit toutes les souscriptions, on voit qu'il donne 1000 francs, ce qui est énorme par rapport à Rodin qui n'en donne que 25. Donc il était aussi très généreux. Donc voilà, c'est un peu le Paris chic, éblouissant qu'on peut voir au musée d'Orsay. Il faut vraiment y aller, c'est très beau. Allez, on va poursuivre avec de grands artistes, mais dans une toute autre ambiance. Vous allez désormais nous conseiller d'aller voir une pièce de théâtre. Ça s'appelle Gauguin Van Gogh. C'est une mise en scène de Cliff Paillet et de Noémie Alzieux, et c'est au théâtre du Lucernaire cette fois-ci. Alors oui, c'est une toute autre ambiance. Là, on est aussi dans les 2 grands peintres aussi. Ah oui. Mais nous sommes dans l'atelier de Van Gogh à Arles en 1888. Et arrive Gauguin, c'est son frère Théo Van Gogh qui envoie Gauguin à Arles, parce que Gauguin est aussi un peu sans le sou, il rentre de Bretagne et il faut qu'il se refasse un petit peu une santé, donc pourquoi ne pas réunir les 2 peintres, et ce sont 2 personnalités qui s'affrontent. Alors on parle le sous-titre de la pièce, c'est la colocation la plus fébrile de l'histoire de l'art, ça porte bien son nom, car on est face à 2 génies, mais aussi 2 personnalités très très différentes. Donc d'un côté il y a Van Gogh qui est exalté, qui est hyper émotif, qui est très très content de voir arriver Gauguin qui lui est beaucoup plus jouisseur, qui est plus violent aussi, donc c'est un peu l'affrontement, et il faut dire qu'on ressort assez bouleversé de cette pièce. Ah oui, pourquoi ? Parce que déjà, il y a le jeu des acteurs qui sont formidables. Ouais. William Mesguich qui incarne Van Gogh et joue un Van Gogh à fleur de peau qui exprime vraiment toute son angoisse. Il se sent face à Gauguin, il a l'impression de ne pas être un bon peintre, et en même temps il veut tout le temps peindre, il jette ses couleurs sur la toile, donc il est ce garçon fragile et très très attachant. On a beaucoup d'affection pour lui d'emblée. Gauguin, lui, certes est un jouisseur, mais il est aussi un peu mélancolique, parce que
à l'époque, il préférerait sûrement être ailleurs, peut-être auprès de ses 5 enfants, Ah ouais. un peu abandonnés. Mais Van Gogh l'énerve tout en l'intriguant, tout en il y a une émulation qui se joue entre les deux. Et en même temps, elle va aboutir à l'affrontement parce que ça se termine quand même par l'oreille coupée de Van Gogh, qui va la célèbre oreille coupée. Ouais. Voilà. Donc on est sur l'affrontement de deux monstres sacrés, on va dire. Extrêmement bien interprété. Il faut dire que la pièce est très bien écrite aussi. Les metteurs en scène ont travaillé avec David Asio, qui est le biographe de Van Gogh. Donc tout a l'air vrai dans cette pièce, même si les dialogues forcément sont inventés, mais tout a l'air vrai. Ça tombe, et vraiment les acteurs donnent cœur et chair aux deux personnages. Donc vraiment, moi, je la conseille. Il faut aller voir ce C'est un dialogue crédible, donc merci beaucoup. Merci beaucoup Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Victoire Sicora, le grand retour de Victoire Sicora à la tête de Bienvenue en Ile-de-France. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et à très vite sur le Figaro TV.